Elle est une des figures les plus connues au monde. Érigée il y a plus d'un siècle sur un îlot de la baie de New York, tel un phare éclairant le Nouveau Monde, elle est devenue l'incarnation du rêve de liberté porté par les migrants du monde entier. Si fort le symbole qu'on a oublié son histoire. Qui se souvient que la Statue de la Liberté fut d'abord un cadeau du peuple français à l'Amérique? Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Portée par des hommes épris de démocratie, elle fut un objet politique avant d'être une œuvre d'art. I call it Liberty Enlightening the World. Ce projet, aussi absurde qu'extravagant, fut mené sans l'argent d'aucun gouvernement, grâce à l'obstination de son créateur, Auguste Bartholdi. Durant plus de 20 ans, il a surmonté tous les obstacles pour que ce rêve démesuré devienne réalité. Liberté fut un véritable défi technologique, et pendant un temps, le plus grand monument de Paris. Bartholdi, c'est une révolution. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. Sa construction fut si épique qu'elle faillit ne jamais voir le jour. Elle n'aurait pu exister sans cet artiste visionnaire. Liberté. En 1865, l'Amérique n'a que 90 ans. La moitié du pays est encore sauvage. Seul l'Est est colonisé et sa capitale, Washington, est en pleine construction. La Boulay voit la jeune nation subir une terrible tragédie. 4 ans d'une effroyable guerre civile qui laisse 700 000 Américains morts sur les champs de bataille au nord et au sud. Tout cela à cause du péché originel de l'Amérique, l'esclavage. Avec l'émancipation des esclaves, le président Abraham Lincoln achève la vision des pères fondateurs de l'Amérique. Désormais, tous les hommes naissent égaux et restent égaux devant la loi. 6 jours après la capitulation du Sud, Lincoln est assassiné. 6 jours plus tard, émerge l'idée de la Statue de la Liberté. Glatigny, avril 1865. La Boulay convie des amis républicains à un dîner clandestin pour célébrer la victoire de la liberté en Amérique. Dans son journal, Bartholdi fait remonter l'origine de la Statue de la Liberté à ce fameux dîner. C'était une réunion d'hommes influents, en politique et dans les lettres. Leur conversation m'a tant intéressé qu'elle est restée fixée dans ma mémoire. Mes amis, à la fin de la guerre civile, à l'émancipation des esclaves, et bien sûr, à notre ami tristement disparu, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Quelle étrange ironie de l'histoire qui veut que nous aidions votre pays à découvrir la démocratie, pour ensuite la reperdre nous-mêmes. Émigrer en Amérique? Ce serait de la lâcheté. Mais peut-être est-ce vous qui devriez maintenant nous aider à la redécouvrir? Oui, mais comment? Dans 11 ans, l'Amérique fêtera le 100e anniversaire de son indépendance. Quel meilleur moment pour reformer les liens spirituels entre les États-Unis et la France? La gratitude entre nations n'existe pas. Chacun voit son intérêt propre. Je vous repose à nouveau la question. Comment? Par un monument. Pour témoigner des liens qui unissent nos deux nations comme deux sœurs. Monsieur Laboulay invoqua le souvenir de combats aux aspirations communes. La communauté d'efforts et d'émotions entre deux nations. Il dit que quand des cœurs ont battu à l'unisson, quelque chose en reste toujours autant parmi les nations que parmi les hommes. Pour célébrer la liberté dont vous jouissez, pour appeler à la France. Je cite ces mots pour montrer comment l'idée est née et comment ses racines sont plus profondes que la simple ambition d'un artiste. Entre les États-Unis et la France. Vous êtes fou. Je trouve que c'est une excellente idée. Quelque chose vous arrête, monsieur Laboulay?
Pas quelque chose. Quelqu'un. Police secrète. Ils me surveillent. Pour certains, la liberté et la démocratie sont une menace. Incarnation d'un idéal contraire aux valeurs de l'Empire, la Statue de la Liberté est un projet bien trop subversif pour l'empereur. Mais les temps sont susceptibles de changer. La Boulet attend son heure. Auparavant, personne n'avait pensé à faire une statue de cette taille. 93 mètres, de la torche au sol. 46 mètres 08, de la torche à la base. Une main de 5 mètres de long. Un visage de 5 mètres 25. Un nez d'1 mètre 48, de l'arche à l'extrémité. Érigée sur son île, telle une figure de proue face à l'océan, la statue doit être capable d'affronter vents et marées par-delà les siècles, contrairement au colosse de Rhodes, qui n'est resté debout que 46 ans avant d'être détruit par un tremblement de terre. Bartholdi sait que par le passé, les statues colossales, comme la légendaire Athéna de Phidias au Parthénon, ont toutes disparu. Dans l'Antiquité, l'art colossal est un concept très en vogue. Mais durant les siècles qui suivent, il y en a assez peu d'exemples, car sa réalisation implique une logistique trop lourde. Au XIXe siècle, on dispose de nouveaux moyens technologiques qui permettent enfin de fabriquer des sculptures à très grande échelle. Cette nouvelle mode du colossal va de la statuaire religieuse, telle la Vierge du Puy-en-Velay de 16 mètres de hauteur, fabriquée à partir de la fonte des canons pris à Sébastopol, à d'autres plus patriotiques, comme Bavaria, de 18 mètres de haut, allégorie de la Bavière, et Vercingétorix, de 7 mètres de haut, érigé par Napoléon III à Alésia pour glorifier les racines de la nation française. Les statues colossales qui ont été produites jusqu'à présent sont bien inférieures aux proportions de la Statue de la Liberté. Mais la sculpture colossale ne consiste pas juste à faire une statue énorme. Elle doit provoquer une émotion dans le cœur du spectateur. Pas à cause de son volume, mais parce que sa taille est à la mesure de l'idée qu'elle interprète. Je peux. Oui, c'est elle. La liberté américaine. Qui d'une main tient le flambeau, non pour enflammer, mais pour éclairer. La Statue de la Liberté s'inscrit dans une longue tradition née dans l'Antiquité. Le style de l'ouvrage est très similaire à celui des statues allégoriques plus anciennes. Il est assez général et facile à interpréter. Tous les symboles et les attributs de la statue sont aisément déchiffrables par le public. La torche levée vers le ciel illumine. La couronne et ses pointes représentent le rayonnement des connaissances. Les chaînes brisées symbolisent l'abolition de l'esclavage et la tablette rappelle les tables de la loi portées par Moïse. Ce sont exclusivement des métaphores de la raison et de l'ordre. Le style épuré repose sur de longues lignes et des surfaces lisses, rien qui ne vienne heurter le regard. L'allégorie de la liberté imaginée par Bartholdi est à l'opposé de celle peinte par Delacroix dans l'un de ses plus célèbres tableaux, La liberté guidant le peuple. La liberté de Delacroix est une femme du peuple agressive. Elle brandit un fusil, elle est coiffée d'un bonnet phrygien, elle est allégoriquement drapée avec les seins nus et elle piétine des cadavres sur les barricades.
Le tableau de Delacroix rend hommage à la Révolution, au soulèvement du peuple. C'est un appel à la rébellion. C'est donc une représentation beaucoup plus violente de la liberté. La statue de Bartholdi promet une liberté exempte des affres de la passion, une république sans républicanisme et un monde politique dans lequel la féminité est discrètement mise à l'écart. Le 29 janvier 1875, c'est cette vision de la liberté qui va triompher. Après 4 années d'incertitude politique, les députés votent la constitution de la Troisième République, qui instaure pour la première fois en France un véritable régime parlementaire. Le projet de Laboulaye et Bartholdi sort de 10 ans de clandestinité. De symbole de la résistance à la dictature, la Statue de la Liberté devient l'incarnation de la victoire de la République. Sa construction peut enfin commencer. Mais d'abord, il faut la financer. Il nous en faudra 200 immédiatement, pour nos souscripteurs. Je vois. Cela pose-t-il un problème? Non, pas du tout. Non, ce qui sera difficile, ce sera de construire la vraie. Pourquoi? Bien parce qu'elle fera près de 50 mètres de haut et qu'elle devra être éternelle. Je suis sérieux. Mais je suis sûr que vous l'êtes, mon ami. Du moment qu'elle est prête à temps pour le centenaire. Il reste 1 an à Bartholdi pour préparer le cadeau d'anniversaire du centenaire de l'indépendance de l'Amérique. 1 an durant lequel il va devoir construire et financer sa statue en même temps. Le défi est d'autant plus difficile que Laboulaye a souhaité que la Statue de la Liberté soit le cadeau d'un peuple à un autre. Il n'y aura donc ni financement, ni soutien d'aucun gouvernement. Avec 60 000 kilos de cuivre offerts par un généreux donateur, le travail peut démarrer à la fonderie de Gaget, Gauthier et compagnie, 25 rue de Chazelles, dans le 17e arrondissement à Paris. Face à l'ampleur de la tâche, Bartholdi avance en terrain inconnu. Personne n'a jamais construit une statue aussi grande. Jusqu'à présent, aucune statue n'a jamais été faite dans les proportions extraordinaires de la Statue de la Liberté. Il est donc nécessaire de porter la plus grande attention à son exécution, de prévoir son support interne et les exigences du transport vers l'Amérique. Comment Bartholdi pouvait-il construire cette statue colossale, de très grande dimension, jamais vue? En pierre, comme on faisait les statues à l'époque? Trop lourd, trop important, trop difficile. En bronze épais, là aussi, trop compliqué, trop lourd. Il a choisi une technique, en fait, une technique ancestrale, utilisée dans l'Antiquité déjà, qu'on avait par exemple utilisée pour la construction de la statue d'Athéna au Parthénon, et dans de nombreuses autres statues, qui consistaient à prendre une feuille de cuivre et à la marteler pour lui donner sa forme, la technique du cuivre repoussé. Pour une statue de la taille de la Liberté, cela veut dire 300 feuilles de cuivre d'1 mètre sur 3 à former à la main. Mais passer d'un modèle réduit en plâtre à une statue de 46 mètres de haut est un sacré défi. Quand une section en plâtre est terminée, les menuisiers créent des profils en bois, puis les ferronniers martèlent et façonnent les feuilles de cuivre dans ces gabarits, reproduisant ainsi fidèlement le modèle original. Les photos du chantier commandé par Bartholdi permettent de retracer les différentes étapes du processus. La méthode du repoussé a une grande faiblesse. Le cuivre est trop mou pour tenir debout sans se déformer. Il faut une structure interne pour le soutenir. Bartholdi, en revenant d'Égypte, a l'occasion de visiter ce qui était alors la plus grande, ou l'une des plus grandes statues du monde, la statue de Saint-Charles-Borromée, qui se trouve près du lac Majeur en Italie, construite au XVIIe siècle, et où la statue était formée de feuilles de cuivre repoussées, mais qui était portée sur un pylône en maçonnerie. Le Saint-Charles-Borromée est une statue ordinaire. Rien dans le travail ne montre les principes de l'art colossal. Il n'y a d'intérêt que dans son exécution technique. C'est le premier exemple de l'utilisation du cuivre repoussé monté sur une structure solide. Bartholdi est sculpteur, pas ingénieur.
Il se tourne vers le plus célèbre architecte de l'époque, qui a déjà l'expérience du colossal, Eugène Viollet-le-Duc, restaurateur de cathédrales. Viollet-le-Duc va donc proposer une structure non pas en maçonnerie, mais en métal, qui puisse être dotée de caissons qu'on peut remplir de sable. Ça permettrait de donner une assise à la statue, une stabilité face au vent puissant de la baie de New York, pour pouvoir porter l'enveloppe de feuilles de cuivre qui constitue la statue. Mai 1876, Bartholdi repart en Amérique. Il se prépare à réceptionner le premier morceau de sa statue, grâce auquel il espère faire sensation. L'exposition universelle de Philadelphie est la première en Amérique. Elle marque l'entrée sur la scène internationale de la jeune nation, aux côtés de celle de l'Ancien Monde. Il y aura près de 100 000 visiteurs et Bartholdi a l'intention de tous les séduire. Mais son bras n'est pas encore là. Hormis ma peinture, je ne fais rien. Je n'arrive pas à grand-chose. J'attends toujours et j'attends encore l'arrivée de ce bras qui n'arrive pas. Le 4 juillet 1876, le bras n'est toujours pas là. Bartholdi prépare une immense banderole représentant la Statue de la Liberté, illuminée par des feux d'artifice. Il n'a rien d'autre à montrer. Le bras finit par arriver à Philadelphie avec 2 mois de retard. La fête du centenaire est passée, mais l'exposition continue de battre son plein. Les visiteurs se pressent pour découvrir cette nouveauté. Ils sont fascinés par ce bras colossal et sont prêts à payer 50 cents pour monter dans la torche. Des modèles miniatures sont vendus comme souvenir. L'Amérique tombe amoureuse de la statue. Elle devient une icône alors qu'elle n'existe pas encore. Le miracle que Bartholdi espérait s'est produit. Le financement désormais acquis, la construction peut continuer. Gaget, Gauthier et compagnie emploient maintenant près de 600 hommes. Des plâtriers, ferronniers, charpentiers et ouvriers travaillent sur la plus grande statue jamais fabriquée au monde. Mais alors que le chantier tourne à plein régime, soudain, tout doit s'arrêter. Catastrophe. Viollet-le-Duc, l'architecte concepteur de la structure, vient de disparaître sans laisser de plan pour assembler la statue. Bartholdi doit trouver de toute urgence un nouvel ingénieur. L'homme qu'il va recruter propulsera la statue dans la modernité. Son nom, Gustave Eiffel. L'idée de stabiliser le pylône au moyen de 9 niveaux de traverse horizontale et d'entretoises posées en diagonale comme ceci. On ajoute une bande de fer plate qui est reliée à la peau extérieure de cuivre et qui agit comme un ressort flexible. Eiffel a fait construire déjà un pont, le pont Maria Pia sur le Douro, à Porto, de 160 mètres. C'est la plus grande portée du monde à l'époque. C'est une structure métallique très légère, ajourée. Et c'est cette technique qu'Eiffel maîtrise parfaitement qu'il va proposer d'adapter à la construction de la structure de la Statue à la Liberté. Par des vents de 80 km/h, la statue oscillera de 8 cm environ et le flambeau jusqu'à 12 cm et demi. Mais rien ne la fera tomber. C'est intéressant. Intéressant. Bartholdi, c'est une révolution. Vous voulez faire partie de cette révolution? Bien sûr. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. Maintenant, mettons-nous au travail. La proposition ingénieuse d'Eiffel est de réduire le poids de l'enveloppe extérieure en la faisant reposer sur un pylône central en acier. C'est la technique du mur rideau. La statue ne résistera plus au vent de façon passive par sa masse, elle se déformera et reprendra sa forme selon les mouvements de l'air. De multiples calculs mathématiques sont faits pour évaluer la résistance des pièces de métal en prenant pour référence les ouragans les plus violents enregistrés en Amérique. Les feuilles de cuivre sont rigidifiées par des bandes de fer, elles-mêmes fixées aux poutrelles d'acier de la structure. Ainsi, chaque feuille est indépendante et son poids n'agit pas sur l'ensemble de l'enveloppe de cuivre.
On retrouve exactement la même chose, le même processus, dans les gratte-ciel qu'on commence à voir apparaître à Chicago, à New York, à l'époque, qui est complètement contemporain, où on a là aussi des charpentes métalliques qui portent des enveloppes en pierre, avec des formes relativement classiques. En ce sens, la Statue de la Liberté anticipe par sa méthode, sa manière même d'être construite, l'architecture du XXe siècle. Paris, le 4 juillet 1884. Après 9 ans de construction, la statue se dresse enfin terminée au-dessus des toits de la rue Chazelle. Il est temps pour l'Amérique de recevoir son cadeau présenté par le nouveau président de l'Union franco-américaine, Ferdinand de Lesseps. Cette statue est grande par sa conception, grande par ses proportions, grande par sa réalisation. Et c'est pour moi un grand honneur de présenter aujourd'hui ce cadeau à l'ambassadeur des États-Unis en France, Monsieur Levi Morton. Puisse-t-elle se dresser à jamais en témoignage de l'amitié entre la France et la grande République des États-Unis d'Amérique. Levi P. Morton, ambassadeur des États-Unis en France, accepte le don avec une certaine inquiétude. La statue est prête à être désassemblée et expédiée en Amérique, mais rien n'est prêt pour la recevoir. Le financement du côté américain a échoué. Émigré de sa Hongrie natale, Pulitzer avait racheté le World au bord de la faillite et en avait fait le plus important journal de New York. Aujourd'hui, le prix Pulitzer est la récompense la plus respectée dans le monde du journalisme. Mais en 1884, le nom de Pulitzer était synonyme de presse à scandale et de racolage éditorial. There's an angle here somewhere, I know it. Listen, the $250,000 the statue cost was donated by the mass of the French people, by workers, by shop girls, artisans. So why can't we do the same? Well, why should we wait for those millionaires in their fancy top hats to donate the money? Because they have the money. But is this a gift from France to the millionaires of America? No! It is a gift from all the people of France to all the people of America. Write it down. I want this on today's edition. I know that we have more than 100 millionaires in this city, every one of them capable of paying for the pedestal. They will open their wallet for a foreign ballet star, but for liberty, for the ideal of equality, not a chance. The world is a people's paper. We want the pedestal to be built with the dimes of the people, not with the dollars of the rich few. And we'll print the name of everyone who donates. Exactly. Even if it's just a penny. Mais la liberté est finalement démontée et empaquetée dans 214 caisses numérotées qui sont chargées à bord du navire Isère, la seule contribution du gouvernement français au projet. 2 jours après son départ, le navire est pris dans la tempête. Son charbon vient à manquer. Il doit continuer le voyage à la voile. Pendant 4 jours, puis 5, puis une semaine, on perd sa trace. New York retient son souffle. Où est passé le navire et sa précieuse cargaison ? À l'aube du 27e jour, le navire entre dans la baie, intact. Des centaines de bateaux se précipitent pour l'accueillir. Le 17 juin 1886, la Statue de la Liberté arrive enfin à New York. Déchargé sur la terre ferme, un puzzle de 350 pièces attend son piédestal.
Le drame autour du voyage de l'Isère donne un coup de fouet à la campagne de Pulitzer. Les dons commencent à affluer. This morning, Mr. Pulitzer, I'd like to Listen to this, Mr. Pulitzer. Yes? I am a young man of foreign birth, and I've seen enough monarchies to appreciate the blessings of this republic. Enclosed, please find 25 cents. Here. It's beautiful. But we can do even better. Listen up! I want to see a note like this in every day's edition. Make them up yourselves if you have to. And remember, lots of heart, lots of democratic sentiment. L'argent afflue de tout le pays. 2 mois plus tard, un gros titre dans le World célèbre le succès de l'entreprise. 100 000 $ donnés par 120 000 personnes. Chaque nom imprimé sur la première page du journal. La campagne a fait grimper de 50 000 lecteurs le tirage du World. La statue entourée de 2 globes devient le logo du journal. C'est grâce à Pulitzer que la Statue de la Liberté a été perçue comme un symbole de la nation et du peuple. Je doute que la plupart de ceux qui ont contribué au financement du piédestal aient vraiment fait le lien avec les philosophes des Lumières ou avec la Révolution américaine, ni qu'ils aient vu liberté comme un étendard du progrès de l'humanité. À mon avis, elle représentait pour eux tout ce qui les avait poussés à venir s'installer dans ce pays. 10 ans trop tard pour le centenaire, et 21 ans après que Laboulaye en a formulé l'idée, la statue est achevée. La statue est née pour ce lieu qui a inspiré sa conception. Que Dieu bénisse mes efforts et mon travail, la longévité et l'influence morale qu'elle doit avoir. Je suis heureux d'avoir pu consacrer les meilleures années de ma vie à avoir été l'interprète des cœurs nobles dont le rêve a été la réalisation de ce monument franco-américain. Le 28 octobre 1886, New York fête le Bartholdi Day et l'inauguration de la statue. Ils sont plus d'1 million à assister à la parade le long de Broadway. Mais les fêtes officielles se passent ailleurs, au pied de la statue, sur l'île de Bedloe. Les invités ont été triés sur le volet. Pulitzer, l'homme qui avait rendu ce jour possible, n'est pas là, parce qu'il est juif et né à l'étranger. Aucun noir non plus n'est présent pour célébrer ce monument inspiré par la fin de l'esclavage. Aucune femme pour saluer cette colossale figure féminine. There stands Lady Liberty, but where's liberty for the women of this country? Liberty, liberty, liberty! Des suffragettes louent leur propre bateau et manifestent autour de l'île. Le président Cleveland, les membres du comité franco-américain, les politiciens et le clergé assistent impuissants à ce gigantesque vacarme. La pluie se met à tomber. Un garçon donne le signal par erreur et Bartholdi laisse tomber le drapeau au beau milieu d'un discours. La liberté est enfin dévoilée et personne n'a pensé à prendre une photo.